Maman, j'ai donné ta maison à mes beaux-parents. Je pensais que tu allais mourir. Ces mots sont sortis de la bouche de mon fils comme s'ils étaient simples, comme quelqu'un qui commente la météo ou demande un verre d'eau. Mais pour moi, encore allongé dans ce lit d'hôpital, avec le corps faible et l'esprit essayant de comprendre où j'étais, ces mots ont été comme un coup en pleine poitrine. Je venais de me réveiller d'un coma qui avait duré 6 mois. 6 mois où mon corps s'était reposé, mais mon âme, je ne sais pas où elle était. Et la première chose que mon fils unique m'a dite n'a pas été « Merci mon Dieu, tu es vivante ». Ce n'a pas été « Maman, j'avais tellement peur de te perdre ». Non, il m'a dit qu'il avait donné ma maison, la maison que j'avais construite de mes propres mains, avec ma sueur, avec mes années de travail, à ses beaux-parents, parce qu'il pensait que j'allais mourir. Je m'appelle Madeleine Rousseau. J'ai 60 ans et voici mon histoire. Je suis née dans un petit village près de Montpellier. Ma mère cousait des robes pour les dames de l'église et mon père travaillait dans le bâtiment. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions de la dignité. Ma mère disait toujours « Madeleine, ne demande jamais rien que tu ne puisses obtenir avec tes propres mains ». J'ai porté cette leçon avec moi toute ma vie. À 22 ans, je me suis mariée avec Robert. Il était maçon, honnête, travailleur. Nous avons eu Mathieu 2 ans plus tard. Je me souviens du jour de sa naissance comme si c'était hier. C'était un matin de janvier froid, avec du brouillard couvrant les rues. J'ai tenu ce bébé dans mes bras et j'ai pensé « Je vais te donner tout ce que je n'ai pas eu ». Et je lui ai tout donné. Robert est mort quand Mathieu avait seulement 8 ans. Un accident sur un chantier, une poutre qui est tombée. Il n'a pas eu de chance. Je suis restée veuve, seule, avec un petit garçon et aucun euro d'économie. Mais je ne me suis pas rendue. J'ai commencé à travailler en faisant des ménages. Ensuite, j'ai appris à cuisiner des plats traditionnels et j'ai commencé à vendre des quiches et des gratins au marché du quartier. Petit à petit, j'ai économisé de l'argent, j'ai mis de côté chaque euro, je n'ai jamais rien acheté pour moi qui n'était pas essentiel. Mes vêtements restaient les mêmes pendant des années, mes chaussures rapiécées, tout était pour Mathieu. J'ai payé son école, ses uniformes, ses livres, ses sorties scolaires. Quand il a voulu étudier l'administration à l'université, je lui ai dit oui, même en sachant que cela signifiait travailler encore plus. À 23 ans, Mathieu a obtenu son diplôme. Il a trouvé un bon emploi dans un cabinet comptable. Je me souviens quand il est rentré à la maison avec la nouvelle. Il m'a serré fort et a dit « Maman, maintenant c'est mon tour de prendre soin de toi ». J'ai pleuré ce jour-là. C'est à cette époque que j'ai acheté ma maison. Elle n'était pas grande, pas luxueuse, mais elle était à moi. Elle se trouvait dans une rue tranquille à Montpellier, près de l'endroit où j'avais grandi. Elle avait 2 chambres, un petit salon, une cuisine où il y avait une table en bois que j'avais peinte moi-même, au fond un jardin avec un citronnier qui donnait des fruits tous les ans. J'adorais ce citronnier. Tous les matins, je prenais mon café assise dans le jardin en regardant cet arbre. L'arôme des citrons mélangé à l'air frais du matin me faisait sentir que tout en avait valu la peine. Mathieu aussi aimait la maison. Il venait me rendre visite chaque week-end. Il apportait des viennoiseries, nous nous asseyions dans la cuisine et nous parlions. Il me racontait le travail, les collègues, la vie. C'était simple, c'était bon. Je pensais que c'était ce que j'avais gagné. La paix, un foyer, la compagnie de mon fils. Mais alors Mathieu a rencontré Stéphanie et tout a changé. Elle était jolie, bien habillée, avec des ongles vernis et des cheveux toujours arrangés. Elle souriait beaucoup, mais son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Je l'ai remarqué dès le premier jour. Stéphanie venait d'une famille de classe moyenne. Quand elle venait me rendre visite, elle regardait autour d'elle comme si elle évaluait tout. Une fois, elle a commenté « Madeleine, tu ne crois pas que cette maison est un peu ancienne ? Mathieu mérite de vivre dans un meilleur endroit, tu ne crois pas ?» J'ai souri. Mais à l'intérieur, quelque chose a fait mal. Mais je suis revenue de ce coma. Et maintenant, allongée dans ce lit d'hôpital, après avoir entendu les mots de mon fils, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Je n'allais pas discuter, je n'allais pas supplier, je n'allais pas m'abaisser. J'allais faire ce que j'avais toujours fait, résoudre tout avec mes propres mains. Stéphanie s'est approchée de la porte et a dit d'une voix froide « Trouve un autre endroit où vivre.
Et eux, ils ne savaient pas encore ce qui allait arriver. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Mathieu a été un enfant doux. Il avait 5 ans quand il venait dans la cuisine, pendant que je préparais le petit déjeuner. Il s'asseyait sur une chaise en bois, avec les jambes qui pendaient, et me regardait avec ses grands yeux sombres. « Maman, je peux t'aider ?» Je lui donnais une cuillère en bois, et il remuait ce que je cuisinais. Haricots, chocolat chaud, peu importait. L'important était d'être ensemble. Un matin d'avril, quand il avait 6 ans, il m'a apporté une fleur qu'il avait arrachée du jardin de la voisine. C'était un lilas violet, tout froissé, parce qu'il l'avait trop serré dans sa petite main. « C'est pour toi, maman, parce que tu es la plus belle. » J'ai gardé cette fleur entre les pages de ma Bible. Je la garde toujours, sèche, fragile, mais toujours là. Les premières années après la mort de Robert ont été les plus difficiles. Je travaillais depuis 6 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Je faisais des ménages dans des quartiers où les dames me regardaient avec pitié. « Pauvre femme, disait-elle, si jeune et déjà veuve. » Je me fichais de la pitié, je voulais l'argent. Chaque euro que je gagnais, je le gardais dans une boîte à biscuits cachée sous mon lit. Cette boîte était mon avenir, c'était l'éducation de Mathieu, c'était notre nourriture, c'était tout. Mathieu allait à l'école le matin et l'après-midi il restait chez Madame Clémence, une femme âgée, gentille, qui ne me facturait pas beaucoup pour le garder. « C'est un enfant très poli, Madeleine, » me disait-elle, « il ne cause jamais de problème. » Et c'était vrai. Mathieu n'a jamais causé de problème, il n'a jamais demandé de jouer cher, il ne s'est jamais plaint. Quand Mathieu a eu 12 ans, il a commencé à m'aider. Un samedi matin, pendant que je me préparais pour aller vendre des quiches au marché, il est apparu dans la cuisine avec un carton. « Je vais t'aider à porter, maman. »« Non, mon amour, tu te reposes. C'est ton jour de repos. Je veux t'aider. » Et il l'a fait. Il a porté cette boîte lourde pendant 4 rues jusqu'au marché. Il est resté avec moi toute la matinée en m'aidant à servir, à encaisser, à emballer les quiches. Les gens souriaient en le voyant. « Quel fils travailleur tu as, Madeleine !» Et j'acquiesçais pleine de fierté. Cet après-midi-là, quand nous sommes rentrés à la maison, je lui ai donné la moitié des gains de la journée. « Tiens, c'est pour toi. Tu l'as gagné. » Il a refusé. « Non, maman, garde-le, c'est pour la maison. » J'ai insisté, mais il n'a pas accepté. « Un jour je vais gagner beaucoup d'argent, » a-t-il dit avec ce sérieux d'enfant. « Et je vais t'acheter tout ce dont tu as besoin. Tu n'auras pas à travailler si dur. » Mathieu a toujours été intelligent. Au lycée, il avait les meilleures notes de sa classe. Les professeurs m'appelaient pour me féliciter. « Votre fils a de l'avenir, Madame Rousseau. Il devrait continuer ses études. » Et j'avais déjà décidé. Peu importait combien je devais travailler, Mathieu allait étudier. Pendant 3 ans de lycée, j'ai travaillé le double. Je faisais des ménages, je vendais de la nourriture, je repassais du linge. Mes mains se sont remplies de callosité, mon dos a commencé à faire mal, mais peu importait parce que Mathieu étudiait. Quand il est monté sur scène pour recevoir son diplôme avec mention, quand il m'a cherché dans la foule pour me sourire, j'ai su que j'avais fait ce qu'il fallait. C'est dans ces années-là que j'ai acheté la maison. J'avais économisé pendant 15 ans, euro par euro. La boîte à biscuits sous mon lit s'était remplie, vidée et remplie à nouveau tant de fois que j'avais perdu le compte. Mais finalement, j'avais assez pour la compte d'une petite maison. Je l'ai vue un dimanche après la messe. Elle était à vendre avec une pancarte à moitié tombée sur la porte. Elle était modeste, avec des murs en pierre sans peinture, de vieilles fenêtres, un jardin négligé, mais elle avait du potentiel. J'ai parlé avec le propriétaire, un vieil homme qui déménageait avec sa fille dans une autre ville. Je lui ai offert tout ce que j'avais. Ce n'était pas beaucoup, mais il a accepté. « Elle est à vous, madame, prenez-en bien soin. » Et j'en ai pris soin. J'ai passé des mois à l'arranger. J'ai peint les murs moi-même. J'ai réparé les fenêtres avec l'aide d'un voisin. J'ai nettoyé le jardin. J'ai arraché les mauvaises herbes. J'ai planté le citronnier. Mathieu avait 17 ans alors. Il m'a aidé chaque week-end. Il portait des seaux de peinture, déplaçait des meubles, balayait. « Elle va être magnifique, maman », disait-il en essuyant la sueur de son front. Et il avait raison. Quand nous avons finalement terminé,
Quand je me suis assise dans le jardin pour la première fois, avec une tasse de café et que j'ai regardé autour de moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. C'était ma maison, notre foyer. Mathieu est entré à l'université de Montpellier à 19 ans. Il a étudié l'administration des entreprises. Pendant ces 4 ans, je l'ai vu changer. Il a commencé à s'habiller différemment, à acheter des chaussures que je savais coûtaient plus qu'il ne le disait. Un ami me les a données, maman. Il ne les utilisait plus. Je ne le croyais pas, mais je ne disais rien. Il s'est diplômé à 23 ans et a trouvé du travail rapidement dans un cabinet comptable au centre-ville. Le salaire était bon, meilleur que tout ce que j'avais gagné dans toute ma vie. Maintenant, c'est mon tour de prendre soin de toi, maman, m'a-t-il dit le jour où il a reçu son premier chèque. Il m'a donné 1 000 €. J'ai pleuré. Pendant les années suivantes, Mathieu m'a aidé financièrement. Pas beaucoup, mais assez pour que je puisse travailler moins. Il venait me rendre visite chaque week-end. Il apportait des viennoiseries, parfois des fleurs. Nous nous asseyions dans le jardin sous le citronnier et nous parlions. Personne ne cuisine comme toi, maman. Et je souriais parce que ces moments étaient tout pour moi. Mais alors il a rencontré Stéphanie. Au début, c'était subtil. Mathieu a commencé à venir moins les week-ends. Puis il me l'a présentée. Maman, c'est Stéphanie, ma petite amie. Stéphanie a tendu sa main, mais n'a pas souri avec ses yeux. Enchantée, Madame Madeleine. J'ai préparé du café. Les tasses étaient vieilles, mais propres. Stéphanie s'est assise avec précaution comme si elle avait peur de se salir. Pendant que je servais le café, je l'ai vue regarder autour d'elle. Son regard s'est arrêté sur les rideaux délavés, sur les murs avec de la vieille peinture, sur le calendrier accroché au mur, et j'ai vu quelque chose dans son expression. Du mépris. Mathieu s'est marié avec Stéphanie 6 mois plus tard. La fête était chez les parents de Stéphanie. J'ai aidé à payer une partie, 3 000 €, tout ce que j'avais économisé cette année-là. Mathieu a pleuré quand il l'a su. « Maman, tu n'aurais pas dû vendre ça. Ce n'était qu'une bague, mon amour. Tu es plus important. » Et ce jour-là, dans cette fête élégante où je ne me sentais pas à ma place, j'ai vu dans les yeux de mon fils quelque chose qui m'a fait mal. Une adoration absolue pour Stéphanie. Les premiers mois après le mariage, Mathieu continuait à venir me rendre visite. Pas aussi souvent qu'avant, mais il venait. Quand il venait seul, c'était comme avant. Nous nous asseyions dans le jardin sous le citronnier et nous parlions. Stéphanie veut que nous achetions notre propre maison, maman. Nous économisons. C'est bien, mon amour. Une maison est importante. Oui, bien que parfois je sente que nous n'allons jamais réunir assez. Tout est si cher. Mais quand Stéphanie venait avec lui, tout était différent. Elle s'asseyait au bord de la chaise comme si elle avait peur de se salir. Elle regardait son portable la plupart du temps. Et elle avait toujours quelque chose à critiquer. « Madeleine, pourquoi ne changes-tu pas ces rideaux? Ils sont très vieux. Cette table est très rayée. Tu n'as pas pensé à en acheter une nouvelle? Le jardin serait mieux si tu mettais du carrelage. » Cette terre se remplit de poussière. Je souriais et disais « Tu as raison, ma fille. Un jour, je le ferai. » Mais je ne le faisais jamais parce que c'était ma maison et elle me plaisait telle qu'elle était. Une année est passée. Mathieu et Stéphanie continuaient à louer le même petit appartement. Stéphanie se plaignait constamment. « Je ne peux pas vivre comme ça pour toujours, Mathieu. Nous méritons quelque chose de mieux. » Mathieu travaillait plus d'heures. Il rentrait fatigué, stressé. Un soir, il est venu me voir seul. C'était un vendredi, vers 9 h. Il pleuvait. Il est arrivé trempé, sans parapluie. « Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il est entré sans rien dire. Il s'est assis à la table de la cuisine avec les mains dans les cheveux. « Je suis fatigué, maman. » Je me suis assise en face de lui. « De quoi, mon amour ?»« De tout. Du travail, des pressions, de ne pas être assez. » Je lui ai pris les mains. « Tu es plus que suffisant. Ne laisse personne te faire sentir le contraire. » Il est resté silencieux un moment. Puis, il a levé les yeux. « Stéphanie veut que nous achetions une maison, mais je n'ai pas assez d'argent pour la compte. J'ai cherché des prêts, mais les taux d'intérêt sont très élevés. » 2 ans après le mariage, Stéphanie et Mathieu n'avaient toujours pas d'enfants. Je n'ai jamais posé de questions. Ce n'était pas ma place.
Mais Stéphanie l'a mentionné une fois, lors d'une de ses rares visites. Nous étions assises dans le salon. Mathieu était allé aux toilettes, et soudain Stéphanie a dit « Nous ne pouvons pas avoir d'enfants ». Je l'ai regardée, surprise. « Je suis vraiment désolée, ma fille. Ce n'est pas ton problème. » Sa voix était froide. Mais Mathieu le prend mal. Il dit qu'il voulait te donner des petits-enfants. Donne-lui du temps. Il y a d'autres options. Je ne veux pas parler de ça. Elle m'a coupé. Je te le dis juste pour que tu saches, pour que tu n'attendes pas des petits-enfants qui n'arriveront jamais. Et là encore, ce ton, ce mépris à peine caché. 4 ans après le mariage, Mathieu est venu me rendre visite un après-midi de septembre. Il était seul. Il s'est assis avec moi dans le jardin en regardant le citronnier. Il y avait des citrons mûrs accrochés aux branches. « Maman » a-t-il dit sans me regarder. « Tu as déjà pensé à vendre cette maison ?» J'ai senti que l'air s'échappait de mes poumons. « Vendre ? Pourquoi ?» Il a haussé les épaules. « Je ne sais pas. Elle est grande pour toi toute seule. Et l'argent pourrait t'aider. Tu pourrais déménager dans un endroit plus petit, plus facile à entretenir. Mathieu, cette maison est mon foyer. Ici sont tous mes souvenirs. Ton père et moi, nous avons construit ça ensemble. Tu as grandi ici. Je sais, maman. Je pensais juste à voix haute. » Il y a eu un long silence. « Stéphanie t'a demandé de me poser cette question ?» Mathieu n'a pas répondu. Et ce manque de réponse a été toute la réponse dont j'avais besoin. Les mois suivants ont été étranges. Mathieu a arrêté de venir complètement. Il appelait de temps en temps, mais les conversations étaient brèves. « Comment vas-tu, maman ?»« Bien, mon amour. »« Et toi ?»« Bien. Occupé. Je t'appelle plus tard. » Et il raccrochait. J'essayais de ne pas trop y penser. J'essayais de me convaincre que c'était normal, qu'il était occupé, qu'il avait sa propre vie. Mais au fond, je savais la vérité. Il s'éloignait de moi et je ne savais pas comment l'arrêter. C'est en décembre de cette année-là que j'ai ressenti le premier vertige. J'étais dans la cuisine, en train de préparer des quiches pour vendre au marché. Soudain, tout a commencé à tourner. Je me suis agrippée au bord de la table et j'ai attendu que ça passe. C'est passé, mais 2 jours plus tard, c'est revenu. Je suis allée chez le médecin du centre de santé. Il m'a fait des analyses. Il m'a dit que ma tension était élevée. « Vous devez faire attention, madame. Moins de sel, moins de stress, plus de repos. » J'ai acquiescé. J'ai pris les médicaments qu'il m'a prescrits, mais je n'ai rien dit à Mathieu. Une autre année est passée. Les vertiges ont continué. Parfois ils étaient légers, d'autres fois forts, mais je continuais. Je continuais à vendre de la nourriture, je continuais à m'occuper de ma maison, je continuais à attendre que Mathieu revienne. Et puis, un après-midi de mai, tout a changé. J'étais dans la cuisine comme toujours, en train de préparer le repas. La radio était allumée. Soudain, j'ai senti que le sol bougeait sous mes pieds. Mais cette fois, ça ne s'est pas arrêté. J'ai essayé de m'accrocher à quelque chose, mais mes mains n'ont pas répondu. Je suis tombée. Et avant que tout devienne noir, j'ai réussi à penser « Mathieu, pardonne-moi. » Je ne me souviens pas de l'hôpital, je ne me souviens pas de l'ambulance, ni des lumières, ni des voix des ambulanciers. La seule chose dont je me souviens, c'est de me réveiller dans l'obscurité, une obscurité complète, silencieuse, lourde. Je ne pouvais pas bouger mon corps, je ne pouvais pas ouvrir les yeux, je ne pouvais pas parler, mais je pouvais entendre. Au début, c'était juste des sons lointains, des bips, des voix étouffées, des pas précipités. Puis, petit à petit, j'ai commencé à reconnaître des mots. Accident vasculaire cérébral sévère. Elle est dans le coma. Nous ne savons pas quand elle va se réveiller, si elle se réveille. Et alors j'ai entendu la voix de Mathieu. Combien de temps peut-elle rester comme ça? Il ne semblait pas angoissé. Il semblait fatigué. Le médecin a répondu quelque chose que je n'ai pas bien entendu, mais j'ai capté des mots isolés. Semaine, mois, pas de garantie. J'ai voulu crier. J'ai voulu lui dire que j'étais là, que je pouvais l'entendre, qu'il ne m'abandonne pas. Mais mon corps n'a pas répondu. Et tout est redevenu obscurité. Le coma est un endroit étrange. Ce n'est pas comme dormir, ce n'est pas comme rêver. C'est comme être suspendu entre 2 mondes, ni ici ni là. Parfois j'entendais des voix, parfois je sentais des mains touchant les miennes,
mais je ne pouvais pas répondre. Les premiers jours ou semaines, je ne suis pas sûre, j'ai entendu Mathieu venir me rendre visite. Il entrait, s'asseyait près de mon lit et parlait. « Maman, je ne sais pas si tu peux m'entendre. Les médecins disent que peut-être oui, que peut-être ça aide. » Il faisait une pause. « Stéphanie dit que nous devons être réalistes, que tu ne voudrais pas vivre comme ça. » Une autre pause plus longue. « Je ne sais pas quoi faire, maman. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. » Et puis il partait. Je voulais lui crier. « Je suis là, je me bats, ne m'abandonne pas. » Mais je ne pouvais pas. Les visites de Mathieu sont devenues moins fréquentes. Au début, il venait tous les jours, puis tous les 2 jours, puis 1 fois par semaine. Et quand il venait, il ne parlait plus autant. Il s'asseyait juste en silence. Parfois, il murmurait « Je suis désolé, maman ». Mais il ne disait jamais pourquoi il était désolé. Un jour, j'ai entendu Stéphanie. C'était la première fois qu'elle venait, ou au moins la première fois que je l'entendais. Sa voix était froide, impatiente. « Mathieu, nous ne pouvons pas continuer à payer ça. L'hôpital coûte une fortune. C'est ma mère, Stéphanie. Je sais, mais les médecins disent qu'elle peut rester comme ça pendant des mois ou des années. Nous allons dépenser toutes nos économies pour ça. Que veux-tu que je fasse? Que je la débranche? Je ne dis pas ça. Je dis juste que nous devons penser à nous aussi. » Il y a eu un silence. « Elle a une maison, » a dit Stéphanie. « Une grande maison. Elle est vide. Nous pourrions... » Non. La voix de Mathieu semblait ferme. « Je ne vais pas toucher à sa maison. Je ne dis pas de la vendre. Je dis juste de l'utiliser temporairement pendant qu'elle est ici. » Stéphanie, j'ai déjà dit non. J'ai entendu des pas s'éloigner, une porte se fermer avec force. Puis le silence. J'ai voulu pleurer. J'ai voulu serrer mon fils dans mes bras et lui dire que j'étais fière de lui pour m'avoir défendu. Mais je ne pouvais rien faire, juste écouter. Des semaines sont passées, ou c'est ce que je crois. Le temps n'existait pas dans cet endroit sombre. Les visites de Mathieu sont devenues de plus en plus courtes. Il entrait, s'asseyait 5 minutes et partait. Parfois, il ne parlait même pas. Et j'étais là, piégée dans mon propre corps, criant en silence. Puis un jour, tout a changé. J'ai entendu de nouvelles voix, des voix que je ne reconnaissais pas. C'est une belle maison et elle est en bon état. Oui, ma belle-mère en prenait très bien soin. C'était Stéphanie qui parlait avec quelqu'un. Et elle est d'accord pour que vous vous installiez ici? Elle est hospitalisée dans le coma, mais je suis sûre que ça ne la dérangerait pas. C'est de la famille après tout. Mon cœur, s'il battait encore d'une manière que je pouvais sentir, s'est enfoncé. Non, non, non. Stéphanie convainquait Mathieu de donner ma maison. Elle orchestrait tout. Les jours suivants ont été une torture. J'entendais des fragments de conversation. Stéphanie au téléphone. « Oui, maman. Je leur ai déjà dit qu'ils pouvaient utiliser la maison. Elle est grande, ils seront à l'aise. » Mathieu, avec une voix fatiguée. « Tu es sûre de ça, Stéphanie? Mathieu, ta mère ne va pas se réveiller. Les médecins l'ont dit. Et même si elle se réveille, tu crois qu'elle pourra vivre seule? Elle va avoir besoin de soins. C'est mieux que la maison soit occupée. » Ils n'ont pas dit qu'elle ne se réveillerait pas. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas. C'est la même chose. Non, Stéphanie, ce n'est pas la même chose. Mais sa voix n'avait pas de conviction. Il semblait vaincu, comme s'il avait déjà perdu la bataille. Et puis, un jour, j'ai entendu les parents de Stéphanie. Des voix plus âgées, aimables, reconnaissantes. « Merci beaucoup, Mathieu. Vraiment, tu ne sais pas à quel point nous apprécions ça. Il n'y a pas de problème, monsieur Moreau. La maison était vide de toute façon. Et ta mère, comment va-t-elle? » Un silence. Pareil, sans changement. Pauvre femme. Mais bon, au moins sa maison n'est pas seule. Nous allons bien en prendre soin. Merci. Et ainsi, sans plus, mes beaux-parents, qui n'étaient même pas les miens mais ceux de ma belle-fille, ont emménagé dans ma maison. Dans mon foyer, dans l'endroit où j'avais planté le citronnier de mes propres mains, et je n'ai rien pu faire d'autre qu'écouter. Écouter comment il démantelait ma vie pendant que je luttais pour y revenir. Plusieurs semaines ou mois sont passés, je ne sais pas. Le temps est devenu une tache floue.
Parfois, j'entendais les infirmières parler de moi. Pauvre dame, elle est comme ça depuis 3 mois déjà. Le fils vient encore? Presque plus. Peut-être une fois par semaine. Quelle tristesse d'être seule comme ça. Mais je n'étais pas seule. J'étais entourée de machines, de bips, de voix d'étrangers. Seulement, je ne pouvais pas leur répondre. 4 mois, 5 mois, 6 mois. Les visites de Mathieu ont presque disparu. Il venait une fois toutes les 2 semaines, parfois toutes les 3. Et quand il venait, il restait juste quelques minutes. « Bonjour maman, je suis toujours là. Stéphanie et moi, nous allons bien. Les parents de Stéphanie prennent soin de ta maison. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. » Pendant que j'étais piégée dans l'obscurité, pendant que des étrangers vivèrent dans ma maison, pendant que mon fils m'oubliait petit à petit. Tout va bien. Mais alors quelque chose a commencé à changer. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'était comme si une petite lumière s'allumait dans l'obscurité. Au début, je ne pouvais pas bouger, mais j'ai commencé à sentir. J'ai senti une main touchant la mienne, une infirmière probablement. J'ai senti le soleil entrant par la fenêtre, tiède contre ma peau. J'ai senti l'odeur de désinfectant, de drap propre. Et puis, lentement, j'ai commencé à entendre plus clairement. Les voix n'étaient plus étouffées, elles étaient nettes. Ces signes vitaux s'améliorent. Tu crois qu'elle peut se réveiller? C'est possible. J'ai vu des cas comme ça. Et alors, un jour, j'ai senti que je pouvais bouger un doigt. Juste un, mais c'était quelque chose. C'était un signe que je revenais. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé entre ce premier mouvement et le moment où j'ai finalement ouvert les yeux. Peut-être des jours, peut-être des semaines, mais un jour, je l'ai tout simplement fait. J'ai ouvert les yeux. La lumière était aveuglante. J'ai cligné des yeux plusieurs fois en essayant de faire le point. Il y avait une infirmière dans la chambre qui vérifiait quelque chose sur une machine. Quand elle m'a vu réveiller, ses yeux se sont ouverts énormes. Madame Rousseau, mon Dieu, elle a couru vers la porte. Docteur, docteur, elle s'est réveillée. Tout a été un chaos après ça. Des médecins qui entraient, qui me vérifiaient, qui me posaient des questions. Vous savez où vous êtes? J'ai hoché la tête faiblement. Vous savez votre nom? Madeleine. Ma voix était un murmure rauque. Excellent. Vous savez quel mois on est? Je ne le savais pas. Le médecin a souri. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Vous avez été dans le coma pendant 6 mois. 6 mois. Une demi-année de ma vie. Perdue. Nous allons appeler votre fils. Et alors quelque chose dans ma poitrine s'est serré. Mathieu est arrivé 2 heures plus tard. Il est entré dans la chambre avec Stéphanie à ses côtés. Il avait l'air fatigué. Elle était impeccable. Je les ai regardés depuis le lit avec le corps encore faible, mais l'esprit clair. Mathieu s'est approché lentement. « Maman, c'est bien que tu te sois réveillée. » Sa voix était plate, sans émotion réelle. Stéphanie est restée près de la porte en regardant son portable. J'ai essayé de sourire, mais je n'ai pas pu. Et alors il l'a dit. « Maman, j'ai donné ta maison à mes beaux-parents. Je pensais que tu allais mourir. » La chambre est restée silencieuse. Je l'ai regardé. Il me regardait avec ses yeux fatigués, comme s'il attendait que je crie, que je pleure, que je lui reproche. Mais je n'ai rien fait de tout ça. Stéphanie a levé les yeux de son portable et a dit avec cette voix froide que je connaissais si bien, « Trouve un autre endroit où vivre. » Et voilà la vérité complète. Mon fils m'avait trahi et son épouse était là pour s'assurer que je comprenne que je n'avais plus ma place dans ma propre vie. J'ai fermé les yeux un moment. J'ai respiré profondément. Et quand je les ai ouverts, quelque chose en moi avait changé. « Je comprends », ai-je dit d'une voix calme. Mathieu a cligné des yeux, surpris par mon calme. « Tu comprends ?»« Oui, je comprends parfaitement. Alors je vais sortir d'ici et je vais résoudre ça. »« Maman, il n'y a rien à résoudre. La maison est déjà... » « Je sais, Mathieu, j'ai tout entendu. Il est resté figé. »« Quoi ? J'ai tout entendu pendant le coma. Chaque conversation, chaque décision que vous avez prise sans moi. » Stéphanie a pâli. Mathieu a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Maintenant, ai-je continué d'une voix ferme, bien que mon corps tremblait d'effort,
Je veux que vous sortiez de cette chambre et que vous ne reveniez pas jusqu'à ce que je vous appelle. Maman. Pars, Mathieu. Je suis restée 4 jours de plus à l'hôpital. Le 3e jour, j'ai demandé à parler avec l'assistante sociale. C'était une jeune femme d'environ 30 ans avec des lunettes et un sourire gentil. Madame Rousseau, comment puis-je vous aider? J'ai besoin de faire des appels et j'ai besoin d'informations. J'ai été dans le coma pendant 6 mois. Pendant ce temps, mon fils a pris des décisions sur ma propriété sans mon consentement. J'ai besoin de savoir quel droit j'ai. Elle a froncé les sourcils. Quel type de décision? Il a donné ma maison à d'autres personnes. Il a dit qu'il pouvait y vivre. Mais la maison est à mon nom. Je n'ai jamais rien signé. L'assistante sociale a écrit rapidement. Il a une procuration sur vous? Je n'ai jamais rien signé de tel. Alors, il n'avait pas le droit légal de prendre ses décisions. J'ai hoché la tête. C'est ce que je pensais. Pouvez-vous m'aider à contacter un avocat? Elle a acquiescé. Bien sûr. Il y a des services juridiques gratuits pour les personnes dans votre situation. Laissez-moi passer quelques appels. Le lendemain, l'avocat est venu. Il s'appelait Maître Dubois. C'était un homme d'environ 50 ans, avec des cheveux gris et une voix ferme. Il portait un porte-documents en cuir usé. Il s'est assis près de mon lit et a écouté mon histoire complète. La maison est à votre nom? Oui, seulement à mon nom. Vous avez l'acte de propriété? Il est dans ma maison, dans un tiroir du meuble du salon. Votre fils a signé quelque chose à votre nom? Je ne sais pas, mais si c'est le cas, c'était sans mon consentement, et je ne lui ai jamais donné de procuration. Maître Dubois a enlevé ses lunettes et m'a regardé directement. Madame Rousseau, ce que votre fils a fait est de l'appropriation indue. S'il a permis à d'autres personnes d'occuper votre propriété sans votre consentement, c'est illégal. Et s'il a falsifié votre signature sur un document, c'est de la fraude. Qu'est-ce que je peux faire? D'abord, je dois vérifier s'il y a des documents falsifiés. Pour ça, je dois aller à la conservation des hypothèques et vérifier s'il y a eu un mouvement récent sur votre maison. Deuxièmement, j'ai besoin que vous signiez une procuration pour que je puisse agir en votre nom. Je suis sortie de l'hôpital cet après-midi-là. J'ai appelé Madame Clémence, mon ancienne voisine. « Madeleine, mon Dieu, j'ai entendu que tu t'étais réveillée. Comment vas-tu? »« Je vais bien. Je sors de l'hôpital aujourd'hui et j'ai besoin d'une faveur. Dis-moi, ma fille, ce dont tu as besoin. Est-ce que je peux rester chez vous quelques jours, juste le temps de résoudre quelque chose? » « Bien sûr. Viens quand tu veux. Ma maison est ta maison. » Le lendemain matin tôt, Maître Dubois m'a appelé. « Madame Rousseau, j'ai des nouvelles. Dites-moi. Je suis allée à la conservation des hypothèques. J'ai vérifié tous les documents liés à votre maison. Il n'y a aucun changement de propriétaire. Il n'y a aucune vente. Il n'y a aucun document qui transfère la propriété à une autre personne. » J'ai respiré soulagée. « Alors la maison est toujours à moi? » « Légalement, oui. Mais il y a un problème. » « Lequel? » « Votre fils a signé un contrat de commodat. »« C'est quoi ça? » « C'est un contrat où le propriétaire permet à quelqu'un d'autre d'utiliser sa propriété gratuitement pour un temps déterminé. Dans ce cas, votre fils a signé un commodat en faveur de monsieur et madame Moreau, parents de votre belle-fille, pour une période de 2 ans. Mais il n'avait pas le droit de signer ça. La maison est à moi. Exactement. Et c'est là le problème juridique. Votre fils a signé ce contrat en utilisant une procuration qu'il dit avoir sur vous. Mais quand j'ai vérifié les documents, j'ai vu que cette procuration est fausse. Fausse? Oui. La signature qui apparaît comme étant la vôtre ne correspond pas à votre vraie signature. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le contrat de commodat est nul, et ça signifie que nous pouvons procéder à une plainte pour fraude et appropriation indue. Nous pouvons aussi demander une ordonnance d'expulsion immédiate pour les occupants actuels de votre maison. 3 semaines plus tard, j'ai eu l'ordonnance judiciaire. J'ai appelé Mathieu. Je l'ai vu dans une cafétéria. Dans 3 jours, à 10 heures du matin, un huissier de justice va arriver à la maison. Il va exécuter une ordonnance d'expulsion. Les parents de Stéphanie doivent partir. Mathieu a pâli. Il y a une ordonnance d'arrestation contre toi pour fraude, mais je peux encore l'arrêter si tu fais ce qui est juste. Rends-moi ma maison. Reconnais que tu as fait une erreur et assure-toi que les parents de Stéphanie partent en paix. Fais ça et je retire les charges criminelles. Tu m'enverrais en prison?
Je ne veux pas le faire, Mathieu. Tu es mon fils. Mais si tu m'y obliges, oui, je le ferai. Ce soir-là, Mathieu m'a appelé. Maman, j'ai parlé avec Stéphanie, j'ai parlé avec ses parents. Ils refusent de partir. Ils disent qu'ils ont un contrat signé et qu'ils ont des droits. Stéphanie est furieuse contre moi. Elle dit que je les mets à la rue. J'ai respiré profondément. Alors l'huissier viendra comme prévu. Maman, s'il te plaît, il n'y a plus rien à discuter, Mathieu. J'ai raccroché. Le jour de l'expulsion, le ciel était gris. Je suis sorti de chez Madame Clémence à 9h30. J'ai marché lentement vers ma rue. Mon cœur battait fort. À 10h précises, l'huissier Mercier a frappé à la porte. Il a frappé 3 fois. Fort. Huissier de justice. Ouvrez la porte. Nous avons attendu. Rien. Il a frappé à nouveau. Vous avez une ordonnance d'expulsion. Ouvrez la porte ou je devrais forcer l'entrée. Finalement, la porte s'est ouverte. Monsieur Moreau était là. Il avait l'air fatigué, vaincu. Nous finissons de faire nos valises, a-t-il dit d'une voix rauque. Vous avez 30 minutes, a dit l'huissier. L'huissier est entré en premier, puis maître Dubois, et finalement moi. Je suis entré dans ma propre maison pour la première fois en plus de 6 mois. Et ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Tout était différent. Les murs que j'avais peints couleur crème étaient maintenant blancs. Dans le salon, il y avait ce grand canapé en cuir, la table basse en verre. Sur les murs, il y avait des photos de la famille de Stéphanie. Où sont mes meubles? Ma voix est sortie tremblante. Monsieur Moreau mettait des choses dans un carton. Nous les avons rangées dans le garage du jardin. Nous pensions que vous n'alliez pas revenir. Je suis sortie dans le jardin. J'avais besoin de voir le citronnier. Mais quand je suis arrivée dans le jardin, je me suis arrêtée net. Le citronnier avait été taillé, sévèrement taillé. Les branches qui arrivaient autrefois jusqu'au toit de la maison étaient maintenant des moignons courts. Il n'y avait pas de citron, pas de feuilles vertes, juste des branches nues. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» ai-je murmuré. Monsieur Moreau sortait des cartons du garage. L'arbre poussait trop. Il gênait. Nous l'avons fait tailler. Une demi-heure plus tard, les Moreau ont fini de faire leurs valises. L'huissier Mercier m'a remis des papiers. L'expulsion a été exécutée. La propriété est à nouveau à vous. Voici les documents officiels. Merci. L'huissier et maître Dubois sont aussi partis peu après. Et finalement, je suis restée seule. Seule dans ma maison. Je suis sortie dans le jardin. Je me suis assise par terre devant le citronnier taillé. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais perdu. Mais au milieu de cette pluie qui a commencé à tomber, j'ai fait une promesse. Une promesse à moi-même. J'allais reconstruire ma maison. J'allais lui redonner son âme. J'ai passé les jours suivants à nettoyer. J'ai sorti tous les meubles que les parents de Stéphanie avaient laissés. Le canapé en cuir, la table en verre, le grand lit, les lampes modernes. Je les ai empilés dans le jardin, couverts de plastique. Peu à peu, j'ai ramené mes affaires du garage. Ma table en bois peinte est revenue dans la cuisine. Mes chaises dépareillées, mon vieux four. Dans le salon, j'ai placé mon canapé fleuri, ma table basse en bois avec des brûlures de tasses chaudes, mon lampadaire avec un abat-jour en tissu jaune. J'ai accroché mes vieux rideaux, mes tableaux bon marché achetés au marché aux puces. Et lentement, la maison a recommencé à ressembler à ce qu'elle avait été, à mon foyer. Une semaine après l'expulsion, pendant que je peignais les murs du salon, leur redonnant cette couleur crème que j'aimais tant, quelqu'un a frappé à la porte. C'était Mathieu. Je ne l'avais pas vu depuis le jour de l'expulsion. Il avait l'air terrible. Des cernes profonds, une barbe non rasée, des vêtements froissés. Maman. Mathieu. Nous nous sommes regardés un moment. « Je peux entrer ?» Je me suis écartée. Il est entré lentement, regardant autour de lui, voyant les changements. Les vieux meubles que j'avais remis en place, les murs à moitié peints. « Maman, à propos de ce qui s'est passé. Je ne veux pas parler de ça maintenant, Mathieu, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolée. Vraiment désolée. » Je me suis retournée pour le regarder. « Tu es désolée parce que c'était mal ou tu es désolée parce que tu t'es fait prendre ?» Il est resté silencieux. « Mathieu, j'ai retiré les charges criminelles. Tu ne vas pas aller en prison. »
Ses yeux se sont illuminés de soulagement. Vraiment? Oui, mais il y a des conditions. Lesquelles? Première, tu ne prends plus jamais de décision sur ma vie, mes biens ou ma santé sans mon consentement explicite. Deuxième, s'il m'arrive d'être à nouveau malade ou incapable, il y a un document légal qui spécifie exactement qui a le pouvoir de décision sur moi. Et ce n'est pas toi. Je l'ai vu pâlir. Troisième condition, j'ai changé mon testament. Cette maison, tout ce que j'ai sera donné quand je mourrai. Tu n'hériteras de rien. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Maman, s'il te plaît, je sais que j'ai pris la pire décision de ma vie, mais je suis toujours ton fils. Je le sais, et c'est pour ça que j'ai retiré les charges. C'est pour ça que tu n'es pas en prison. Mais ça ne signifie pas que je vais récompenser ce que tu as fait en te laissant tout ce que j'ai. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que puis-je faire pour arranger ça? Je me suis approchée de lui. Je veux que tu apprennes. Je veux que tu comprennes que les décisions ont des conséquences. Je veux que tu values les personnes qui t'aiment avant qu'il ne soit trop tard. Je te valorise, maman. Je t'aime, alors démontre-le. Pas avec des mots, avec des actes. Il est resté là debout au milieu de mon salon, pleurant, et une partie de moi voulait le serrer dans mes bras. Mais je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas bien. Tu peux venir me rendre visite quand tu veux, ai-je dit doucement. Mais je ne suis plus la mère qui dit oui à tout. Je ne suis plus la femme qui se sacrifie sans limite. Je suis Madeleine. Et si tu veux une relation avec moi, ce sera selon mes conditions. Comment vont les choses avec Stéphanie? Son visage s'est assombri. Pas bien. Elle est très en colère. Elle dit que j'ai choisi ma mère plutôt qu'elle. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'ai fait ce qui était juste. Que j'aurais dû le faire depuis le début. 2 mois après notre conversation, Mathieu a trouvé un nouveau travail. Ce n'était pas le même type de travail qu'il avait avant. Ce n'était pas dans un bureau élégant avec un titre impressionnant. C'était dans une petite entreprise comptable aidant des commerces locaux avec leurs impôts. Il gagnait moins, mais il était plus tranquille. Il venait me rendre visite chaque semaine. Maintenant, il apportait des fleurs du marché, parfois juste sa présence. Et c'était suffisant. La semaine dernière, il m'a aidé à réparer une fuite dans le toit. Nous avons travaillé ensemble en silence. Quand nous avons terminé, nous nous sommes assis dans le jardin et nous avons bu de la limonade. « Maman, a-t-il dit en regardant le citronnier, il a un citron. Oui, le premier depuis qu'ils l'ont taillé. Il va repousser fort, comme toutes les choses qui survivent aux tempêtes. Il m'a regardé. Tu parles de l'arbre ou de toi? J'ai souri. Des deux. Je n'ai plus eu de nouvelles de Stéphanie. Madame Clémence m'a dit qu'elle avait déménagé avec ses parents dans une autre ville, loin d'ici, loin des souvenirs. Je lui souhaite le meilleur, vraiment. Parce que garder de la rancune empoisonne celui qui la garde. J'ai appris que le pardon sans limite n'est pas de l'amour, c'est de l'autodestruction. J'ai appris que pardonner ne signifie pas permettre qu'on te blesse à nouveau. J'ai appris que la dignité est plus importante que de maintenir la paix à tout prix. J'ai appris que parfois les gens que tu aimes vont te décevoir, et que c'est bien de ressentir de la douleur pour ça, mais c'est aussi bien de continuer à avancer. J'ai appris que le karma n'est pas de la vengeance, c'est simplement la vie qui répond à nos décisions. Et j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. J'ai 60 ans. Je ne suis pas jeune, mais je ne suis pas non plus fini. Je peux encore faire des quiches, je peux encore peindre des murs, je peux encore planter des arbres et les voir grandir. Je peux encore vivre. Hier, une jeune femme est venue m'acheter des quiches au marché. Elle avait environ 30 ans avec un petit enfant qui lui tenait la main. Pendant que je lui emballais les quiches, j'ai remarqué qu'elle avait les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. « Vous allez bien ?» Elle a hoché la tête rapidement. « Oui, c'est juste une journée difficile. » Je lui ai remis les quiches. La vie est difficile parfois, mais ça passe toujours. Toujours. Elle m'a regardé avec des yeux brillants. Vous croyez? Je le sais. Parce que moi aussi j'ai passé des journées difficiles. Beaucoup. Mais je suis toujours là. Elle a souri faiblement. Merci, madame. De rien, ma fille. Prends soin de toi. Aujourd'hui, dans l'après-midi, Mathieu va venir déjeuner.
Je vais lui faire son plat préféré, du gratin dauphinois avec du poulet rôti. Nous allons nous asseoir à la table de la cuisine comme avant, et nous allons parler de choses simples, de la vie, du futur. Nous n'allons pas parler du passé, celui-là est déjà dit. Nous allons construire quelque chose de nouveau, quelque chose basé sur le respect, sur l'honnêteté, sur des limites saines, et peut-être qu'un jour nous retrouverons la confiance complète, ou peut-être pas. Mais c'est bien. Parce que l'important n'est pas de redevenir comme nous étions. L'important est d'être meilleur que ce que nous avons été. Si vous écoutez cette histoire, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous sachiez quelque chose. Peu importe à quel point votre journée est sombre, peu importe qui vous a trahi, peu importe à quel point vous vous sentez perdu, il y a toujours une sortie. Il y a toujours une façon de recommencer. Je me suis réveillée d'un coma et j'ai découvert qu'on m'avait tout pris. Ma maison, ma dignité, ma place dans le monde. Mais je ne me suis pas rendue. J'ai lutté, je me suis relevée, j'ai mis des limites, j'ai récupéré ce qui était à moi. Et si j'ai pu le faire à 60 ans, après 6 mois dans le coma, après avoir perdu presque tout, vous le pouvez aussi. Vous n'avez pas besoin de vengeance. Vous avez juste besoin de dignité. Vous n'avez pas besoin de détruire personne. Vous avez juste besoin de vous protéger vous-même. Et surtout, vous devez vous rappeler que vous méritez le respect. Même de la part des personnes que vous aimez. Surtout de la part des personnes que vous aimez. Je m'appelle Madeleine Rousseau. J'ai 60 ans et ceci a été mon histoire. L'histoire de comment j'ai presque tout perdu et comment je l'ai récupéré. Pas avec de la colère, pas avec de la vengeance, mais avec de la dignité, avec des limites et avec la certitude que je mérite d'être traité avec respect. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.